Isaac Johnson est né à Elizabethton, dans le comté de Nelson, dans le Kentucky, en 1844. Son père était Richard Yeager, un agriculteur blanc, et sa mère était Jane Johnson, une esclave africaine de Madagascar. Bien que Jane Johnson appartenait légalement à Yeager, le couple vivait ensemble en tant que mari et femme et avait 4 enfants, dont Isaac Johnson. En 1851, Yeager, incapable de faire face aux critiques de ses voisins concernant son arrangement domestique, vendit Jane et leurs enfants à divers nouveaux maîtres et quitta la région. Isaac Johnson, qui n'avait pas conscience de son esclavage auparavant, a ainsi été brusquement séparé de sa mère et de ses frères et sœurs à l'âge de 7 ans. Après une succession de propriétaires et de tentatives d'évasion infructueuses, Johnson a finalement obtenu la liberté lorsque, pendant la guerre civile, il a fui la plantation de son maître et a trouvé refuge auprès d'un régiment de l'Union marchant à travers le Kentucky. Ses troupes engagèrent Johnson pour les aider et, en février 1864, Johnson s'enrôla dans la 1st Michigan Colored Infantry, qui devint finalement une partie du 102e United States Colored Regiment. Johnson a servi dans cette unité jusqu'à la fin de la guerre civile, après quoi il a déménagé en Ontario, au Canada, et a commencé à travailler comme maçon et tailleur de pierre. En 1874, il épousa Theodosia Allen, avec qui il eut 7 enfants. En 1884, Johnson et sa famille ont déménagé à Waddington, New York, où Johnson a réalisé les travaux de maçonnerie de l'hôtel de ville de Waddington. En 1890, les Johnson s'installent à Ogdensburg, New York. Isaac Johnson y mourut d'une crise cardiaque en décembre 1905. Dans la préface de son autobiographie de 1901, Slavery Days in Old Kentucky, Johnson explique que « La génération actuelle connaît peu de choses sur l'esclavage réel, et a tendance à entourer l'institution d'un glamour comme si elle possédait de grands mérites intrinsèques de valeur pour les deux races. P. 5. Johnson est révulsé par de tels propos et insiste sur le fait que tout système d'esclavage humain est toujours dégradant tant pour le maître que pour l'esclave. P. 5. Il explique qu'il souhaitait publier des descriptions de ses expériences sous l'esclavage afin de lutter contre la nostalgie romancée de l'esclavage. Johnson précise que le moment déterminant de sa vie a été le jour où sa famille heureuse a été dispersée, sans même le privilège de se dire « au revoir, P. 11. Johnson a été vendu à un certain William Madingley pour $700 et emmené dans sa ferme, où Johnson apprend les réalités de l'esclavage. Par exemple, Madingley explique que Johnson doit toujours enlever son chapeau et dire « oui, monsieur » ou « non, monsieur » et se tenir à l'écart lorsqu'il rencontre un homme blanc, sous peine de se faire fouetter. P. 17. Après avoir été loué à divers maîtres, Johnson finit par devenir la propriété du frère de Madingley, John, propriétaire de près de 1000 acres sur la rivière Beach Fork, dans le Kentucky. John Madingley fait travailler ses 120 esclaves plus de 16 heures par jour, expliquant que s'il faire défiant son autorité, son devoir est de les tuer, car tuer un esclave équivaut à tuer une mule. P. 26. Alors qu'il travaille pour John Madingley, Johnson se lie d'amitié avec Bob, un ingénieur canadien libre qui a été arrêté à tort lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans et vendu comme esclave. Bob parle à Johnson de la vie libre au Canada et finalement les deux conspirent pour s'enfuir. Malheureusement, Bob est trahi par un camarade esclave, et lui et Johnson sont finalement repris. Madingley accuse Bob d'avoir incité à la tentative d'évasion, et Bob est fouetté puis brûlé, avec des charbons ardents avant de lui trancher la gorge, juste assez pour qu'il meure progressivement. P. 31. La torture et le meurtre de Bob imposent un tribut psychologique extrême à Johnson, renforçant sa conviction que l'esclavage a non seulement dégradé l'esclave, mais il a également dégradé l'esclave, maître encore plus, parce que les maîtres ont eu recours à une violence extrême pour maintenir le contrôle. P. 32. La guerre civile éclate peu après la mort de Bob et après une autre tentative d'évasion ratée. Johnson réussit finalement à s'enfuir de la plantation de John Madingley. Il attribue son succès au capitaine Smith du 8e Michigan, qui donne à Johnson à la fois un refuge et un travail. P. 37. Mais alors qu'il mentionne avoir rejoint l'armée de l'Union à Détroit, il ne décrit pas en détail ses années de soldat. Libéré par l'armée à la fin de la guerre,
Johnson retourne au Kentucky à la recherche de sa mère et de ses frères et sœurs, mais trouve à la place John Madingley paralysé et confiné au lit. Johnson interprète la maladie de Madingley comme une preuve de prières exaucées, car Dieu lui permet d'être témoin du châtiment de la nature sur l'homme qui a si cruellement torturé et assassiné son ami, page 39. Johnson ne retrouve jamais sa mère ni ses frères et sœurs, mais ses membres perdus de sa famille restent au cœur de son sentiment d'identité d'homme libre. Par exemple, Johnson refuse de prendre le nom de famille de son père et utilise plutôt le nom de sa mère. La trahison de son père a également un effet durable sur la façon dont Johnson s'identifie racialement. Je considère que seuls les gens de couleur sont les miens, écrit-il, décrivant les hommes blancs comme John Madingley et son père comme répugnants, parce qu'ils pourraient vendre leurs propres enfants et soutiendraient un système qui leur permettrait de le faire paix. 40. La famille reste séparée, il ne cesse d'espérer des retrouvailles. Slavery Days in Old Kentucky est publié plus de 30 ans après la fin de la guerre civile, mais Johnson conclut le récit en imprimant son adresse postale afin que ses proches sachent où trouver, lui, au cas où ce petit pamphlet tomberait entre leurs mains, p. 40.